on va parler du Krav Maga, puisque c'est ça qui nous intéresse en ce moment. Je me suis fait un petit pense-bête pour ne pas oublier les points que je vais aborder. Alors, je vais parler très brièvement d'une partie de mon parcours. Moi, quand je suis revenu en France, j'ai travaillé dans la sécurité. Aujourd'hui, c'est mieux qu'avant, parce qu'aujourd'hui, souvent, ils ont des uniformes. Ils sont à plusieurs. Le problème, c'est qu'ils sont payés à coups de lance-pierre. Mais ils sont plusieurs dans les centres commerciaux ou dans les boîtes de nuit. À l'époque, on n'était pas plusieurs. Il y avait une personne qui était mieux payée, mais une personne, c'est pas très dissuasif. Ceci dit, peut-être que l'époque actuelle est plus dangereuse qu'autrefois. Mais quand même. Et donc, moi, quand je suis revenu, la raison pour laquelle je suis revenu, c'est que je voulais faire des compétitions, notamment en sport pied-point. Et pendant que je faisais ces compétitions-là, je me suis pris au jeu et j'ai surtout fait de la boxe. Et la boxe, en fait, en me prenant au jeu de ces disciplines, full contact, boxe thaï, boxe française, un petit peu boxe française, j'ai pas peu perdu l'esprit du Krav Maga et la raison pour laquelle je voulais pratiquer le full contact, par exemple, ou la boxe thaïlandaise. Et la raison, c'était que je voulais me perfectionner dans le Krav Maga. Et je faisais de la boxe et un jour, j'ai repris, j'ai pensé à nouveau à la partie self-défense. Quand à un moment donné, je me suis retrouvé pris, c'était un endroit où je devais travailler avec une cravate, costume cravate, et à un moment donné, quelqu'un qui m'a pris la cravate et qui m'a étranglé. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à me dépêtrer de cet étranglement parce que je boxais en fait. Je donnais des coups de poing courts. J'ai donné un coup de coude, si je me rappelle bien, entre autres. Et puis, j'ai finalement réussi à me dégager. Et quelques temps plus tard, j'ai réfléchi à la situation et je me suis dit, mais en fait, c'est pas de la boxe qu'il faut faire quand on veut se défendre. Tiens, si tu veux bien voir, Thomas, tu veux bien venir. Donc, si tu m'attrapes par la cravate, et tu serres la cravate, tu vois, comme si... Voilà. Et d'ici, moi, je faisais ça, bon. Si j'avais fait ça simplement, c'était bon. Merci Thomas. Et je me suis dit, maintenant, il va falloir que je me repenche sérieusement sur les origines de mes débuts. Donc mes débuts. Bon, j'ai fait un peu de boxe anglaise avant de repartir en Israël à 16 ans. Mais après, donc, j'étais immergé dans le Krav Maga et après, j'étais immergé dans les boxes. En fait, les boxes, elles font partie. La boxe, c'est une partie importante du Krav Maga. Mais on peut voir dans un exemple comme celui-là que la boxe, ça peut me desservir au contraire. Donc là, je vais insister donc ce soir sur la différenciation entre la self-défense et les sports de combat. Les sports de combat et la self-défense n'ont pas le même objectif. Le sport de combat, le but, c'est de gagner dans un combat qui a des règlements sportifs. Et heureusement que dans ces disciplines de compétition, il y a des règlements, parce que sinon, la santé des pratiquants serait irrémédiablement... forcément, ça se dégraderait. Il y aurait des graves problèmes de blessures, déjà que ça n'en est pas exempt. Et donc, si on revient au Krav Maga, et si on veut le travailler d'une façon complète, avec la partie donc self-défense qui n'est pas le combat, et la partie self-défense qui est le combat. Parce que les deux parties, self-défense, pas combat, juste les techniques, et la partie combat, les deux parties font partie de la self-défense. Si on dit, ouais, aujourd'hui je travaille la self et demain je travaille le combat. Non. À chaque fois, si vous faites vraiment du Krav Maga, vous travaillez à chaque fois de la self-défense, sauf que c'est différemment fait. Et souvent, nous, on va se comparer. On voit notamment sur la chaîne 21, mais aussi on voit sur les réseaux sociaux des combats
de MMA, puisque le MMA a le vent en poupe en ce moment. Et on peut se dire qu'on peut se trouver complexé face à ces gens-là. Mais il faut se dire que aussi, les gens qui font du MMA et qu'on voit à la télé, c'est des gens qui sont parfois souvent des professionnels, travaillent 3 heures par jour. Et la plupart de nos pratiquants en self-défense, ils viennent 1 ou 2 fois par semaine. Quelqu'un qui a de la chance peut venir 3 ou 4 fois par semaine. Mais s'il travaille 1 heure, 1 heure et demie, il est très loin d'avoir le niveau d'entraînement en Krav Maga de ce qu'ont les pratiquants de MMA professionnels en MMA. D'accord ? Donc, il faut bien faire la différence. Si quelqu'un vient 2 fois par semaine au Krav Maga, qui travaille 1 heure et demie, et un autre pratiquant va 2 fois par semaine au MMA, 1 heure et demie aussi, ils vont avoir respectivement, chacun dans leur discipline, le même niveau. Hein. S'ils ont normalement, admettons que ce soit des clones, on parle de temps en temps, la même taille, 1m85, 85 kg, le même mental, ils ont 25 ans tous les deux. En principe, chacun devrait avoir le même niveau, mais chacun dans sa discipline. Le problème selon moi, du MMA pour la self-défense, c'est que justement, rien n'est axé pour la self-défense. C'est-à-dire que il se peut très bien qu'un gars du MMA arrive, tac, tac, il vous fait un take-down, et puis hop, il vous achève au sol, etc. Tout va bien. Mais il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. D'abord, quelqu'un qui fait un slam à quelqu'un d'autre, par exemple, ben on voit il y a des slams où celui qui fait le slam à son partenaire, boum, il tombe sur les genoux. Dans la cage, il n'y a pas de problème, le sol est souple. Mais imaginez que faire un slam et tomber sur les genoux sur un terrain, sur un sol comme celui-là. Donc là, il se pourrait que l'autre tombe, il se fait mal, et celui qui tombe sur ses genoux et qui a exécuté la technique, il se fait encore plus mal. Et après, il ne peut plus combattre. Donc il faut prendre en compte tout ceci. Il faut prendre en compte le fait que si on est au sol, et qu'on va chercher à faire une clé, par exemple, eh ben, il se peut très bien qu'au moment de chercher à faire la clé, on se dit là, c'est bon, je vais lui passer un jujigatame, donc une clé de coude. Bah, il se peut très bien que pendant les 30 secondes où on va essayer de passer une clé, on prenne un doigt dans l'œil, ou alors on ait une morsure à la carotide ou ailleurs, ou alors on nous prenne un doigt, on nous le casse, ou on nous prenne l'entrejambe. Très important pour nous de faire la différence. Et là, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est que dans les cours, je dis jamais je vais à l'entraînement, ou on va à l'entraînement, ou venez à l'entraînement, parce qu'en fait, il y a un cours, puisqu'on apprend une technique, préchauffement, échauffement, mise en condition physique, sujet du cours, etc. Dans l'échauffement et la mise en condition physique, il peut déjà avoir des révisions si ce n'est pas un cours complet débutant. Et après, le sujet du cours aussi. Mais au moment des révisions et après le sujet du cours, ce sont déjà des entraînements. Et donc, moi, j'aimerais bien, pour les profs, qui est prof parmi vous? Super, merci. Moi, ce que j'aimerais bien voir plus souvent, c'est des profs qui axent la partie mise en condition physique et après révision d'une manière qui soit plus entraînement. C'est-à-dire que dans le cours, il y a une partie entraînement qui soit plus poussée que celle que souvent on voit. Par exemple, il faut absolument qu'on voit des travails d'enchaînement. Gauche, droite, crochet, gauche, droite, crochet, coup de pied circulaire, gauche, droite, crochet, coup de pied circulaire, esquive, coup de coude, etc. et déplacement. Et là, je le vois dans notre cours, celui qu'on a fait ensemble. Je vois beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, pas tout le monde, restent figés, collés au sol. Ça veut dire qu'il y a une lacune qui n'est pas complètement vraie pour tout le monde, mais qui est générale. Générale, c'est-à-dire vraiment assez commune à beaucoup d'entre nous. Il y a une lacune. C'est-à-dire que les gens qui restent figés sur le sol, il y a quelque chose sur lequel on doit travailler.
On doit travailler ces déplacements. Moi, j'insiste, bon, je fais très peu de stages maintenant. À chaque fois que j'anime des stages, je vois que là où ça pêche le plus, c'est toujours les bases. Les déplacements, le positionnement, les bons appuis, ça fait partie des bases sur lesquelles on doit travailler. Peut-être que vous y penserez pour ceux qui ne le font pas assez, pour vraiment approfondir ça. Donc les bases, les déplacements. Encore une fois, des fois, des déplacements, ça ne veut pas dire faire des bonds de kangourou. Ça veut dire des fois se déplacer très peu, mais se déplacer très peu, hop, une esquive, déplacer un peu en arrière, mais surtout sur les côtés. Ça nous permet d'éviter beaucoup de coups. Nous, on travaille donc la self-défense. La self-défense, si ça reste notre objectif, et si on fait du Krav Maga, c'est ce qui doit être, on doit y penser constamment. Et vous avez vu, je l'ai fait pour ça aussi, pas que, mais pour ça aussi. Quand on a fait notre cours ensemble, on a travaillé donc les combats souples, mi-distance corps à corps. On n'a pas eu le temps de travailler beaucoup de thèmes différents, notamment les saisies, etc. Mais on a travaillé dans un premier temps avec les gants, et ensuite on a travaillé sans les gants. Et on peut tout de suite se rendre compte de la différence de travail quand on a les gants, quand on n'a pas les gants. Une des différences, au départ, j'en ai parlé souvent, mais vous savez, la pédagogie, c'est le rabâchage. Et puis, certains d'entre vous sûrement ne l'ont pas entendu, d'autres, désolé, mais ils vont le réentendre. Au début des free fights, au début des années 90, il n'y avait pas de protection aux mains dans beaucoup d'organisations. Et donc, ils travaillaient avec les mains nues. Et au départ, tout le monde frappait avec les poings fermés. Et ça durait très peu de temps, parce que quand le combat se prolongeait un petit peu, ils finissaient tous avec les mains ouvertes à frapper avec la paume de la main. Et si vous avez remarqué, je n'ai pas insisté là-dessus parce qu'il y a toujours beaucoup de choses sur lesquelles insister. Lorsque je faisais un travail seul en déplacement, je change très souvent la position de mes mains, très souvent. Parce qu'on doit pouvoir, au dernier moment, décider de est-ce qu'on va mettre le poing, est-ce qu'on va mettre la main, est-ce qu'on va mettre les doigts. Si on met les doigts en avant, je ne mets plus les doigts comme ceci, je les mets comme ça. Pourquoi ? Parce que justement, en MMA, très souvent, exprès ou pas exprès, on voit les mains comme ceci, placées vers l'avant, et les sportifs de combat ne se font pas mal. Par contre, si je suis comme ça et que je tape sur un front, je peux me faire mal. Je suis comme ça, hop, ça ne va pas se plier dans le mauvais sens. Par contre, ça m'enlève un petit peu de mon allonge. Mais ça vaut le coup. Et puis, si par exemple, je vais pour frapper, donner un coup de poing, et que celui qui reçoit le coup de poing, il fait ça par réflexe, par exemple, moi, je vais frapper sur les os de ses avant-bras, éventuellement. Ou alors, même si je le touche, et je le touche, il fait une esquive, je le touche sur le front, je peux me casser la main, comme ce qui se passait dans les free fights d'avant. Ou alors, je peux même frapper sur le haut du crâne, le mettre KO et me casser la main. Donc, je dois pouvoir, au dernier moment, hop, je vais pour donner un crochet, j'ouvre la main, je donne une claque. Je vais pour frapper, hop, il fait comme ça, il y a un trou pour la gorge, boum. J'avance les doigts, je frappe à la gorge. Je le redis, là, il y avait au début du MMA UFC, il y avait un mauvais garçon, un bad boy qui s'appelle toujours parce qu'il doit être vivant, Koscheck. Et c'était un gars, quand il allait pas bien, il mettait les doigts dans les yeux. Hop, le combat, il commençait à perdre. C'est un très bon technicien, un très bon combattant. Et à un moment, des fois, quand il était débordé contre meilleur que lui, bon, hop, les doigts dans les yeux. Ça veut dire que tout le travail technique, tout le travail fin d'esquive, déplacement, enchaînement, etc., pouvait être saboté par juste ça. Si ça se trouve, il est bien meilleur que moi dans une bagarre,
Et si la bagarre se prolongeait un tout petit peu, il aurait le dessus, mais peut-être que moi, en faisant un mouvement de self-défense, je ne lui laisse pas l'occasion de prolonger la bagarre alors qu'il est meilleur que moi. D'accord? Très important. Quand je faisais de la boxe pied-point, j'avais un gars avec qui je m'entraînais, qui s'appelle, pareil, il est toujours vivant, il s'appelle Olivier Payette, P-A-Y-E-T. Donc c'était un Réunionnais, d'ailleurs c'est un nom qui vient de la Réunion, il y a beaucoup de paillettes là-bas. Et lui, lorsque je travaillais avec lui, on travaillait ensemble, on faisait des combats ensemble, mais c'est surtout, à l'époque je faisais quelques championnats, mais ça n'a pas duré longtemps, je n'ai pas resté 15 ans à faire des compétitions. Et lui, progressivement, il est devenu champion de France, champion d'Europe et champion du monde. Et la première fois qu'il a participé à un championnat du monde, il a été... les qualifications étaient en 2 rounds. Et il a perdu. Le premier combat, il a perdu parce que le gars en face de lui, il lui a foncé dessus comme un bourrin et il a bourré de coups tout de suite. Et lui, il a terminé les 2 rounds, mais il n'était pas bien, il était mal en point parce qu'il a été touché plusieurs fois. Alors que, après, il s'est préparé comme il faut. Et je crois qu'il a été dans une organisation, ou alors peut-être la même, je ne sais pas. En tout cas, c'était en 3 rounds, les qualifications, pour accéder je ne sais pas, peut-être au 8e de finale ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas trop bien suivi ça. Et donc, du coup, après, il a fait les choses correctement. Il est devenu champion du monde. Ce qui veut dire qu'il a été battu par quelqu'un qui était moins bon que lui. L'autre lui rentrait dedans. Bon. Et nous, c'est là-dedans qu'on doit être fort. On doit faire attention à tout ça. Le gars vient, boum, la bonne réaction. Et on doit travailler cette bonne réaction immédiate pour, si possible, éviter de prolonger le combat. En revanche, si la bagarre continue et qu'on a le temps pour ça, qu'on le souhaite, qu'on est motivé par ça, il faut qu'on soit bon combattant. Mais bon combattant de notre domaine. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous pouvez recommander faire une discipline de sport, une discipline de combat à côté pour être meilleur dans le Krav Maga? Alors, ceux qui veulent faire du MMA, de la boxe thaï, du judo, de la lutte, etc., c'est très bien parce que, heureusement, nous, notre fédé, c'est une fédé démocratique. C'est comme ça qu'elle a passé tous les orages et elle continuera à l'être. Mais il faut l'être, il faut y aller pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, j'ai envie de faire du MMA, j'ai envie de faire de la boxe, j'ai envie de faire autre chose. Et c'est très bien. Mais justement, nous, on doit pouvoir offrir à nos élèves, quand on est prof, la possibilité de travailler les enchaînements qui correspondent le mieux à notre objectif, qui est l'objectif de la self-défense. Si tu as un prof, ou si toi-même tu es prof et tu le fais bien, ou alors tu as un prof qui le fait bien, moi je le dis sans aucune modestie, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Si tu as un bon prof, tu ne trouveras pas mieux ailleurs. Par contre, si tu as quelqu'un, moi je le vois chez nous, par exemple, quand on faisait les exercices, un qui donne les coups et l'autre qui les reçoit, je voyais souvent des gens, alors le peu que j'ai pu corriger, je les voyais faire ça. Mais si on fait ça dans une vraie bagarre, c'est une cata. Parce que celui qui nous frappe, non seulement il a pas de gants pour nous protéger de l'impact, mais en plus, nous non plus, on n'a pas de gants pour nous protéger de son impact, de ses mains sans gants. Tu comprends ? Sans compter qu'il peut s'éclater sur tout ce qui est interdit partout ailleurs. L'entrejambe, etc., les yeux, la gorge, etc. En s'approchant, il peut donner un coup de tête, et là, c'est autorisé nulle part. Alors, si vous voyez, autrefois, je parle du MMA parce que c'est très intéressant. Moi, quand c'est arrivé, tout ça, quand déjà le jiu-jitsu brésilien est arrivé, j'ai applaudi des 2 mains. D'abord parce que j'en ai 2. Et puis ensuite de ça, quand le MMA est arrivé, la seule chose qui m'a embêté, c'est que c'est au niveau de l'esprit, c'est toujours un peu les jeux du cirque. En revanche, pour ce qui est de l'élargissement de la discipline, une discipline qui est plus ouverte, et ça me plaît bien. Quand on voit, par exemple, quelqu'un qui fait de la boxe anglaise, il fait de la boxe anglaise, il va faire des enchaînements
qu'on ne peut pas tout à fait faire de la même manière quand on fait du kickboxing ou de la boxe thaï, parce qu'on rajoute autre chose. Si on fait du MMA, le MMA, donc c'est plus large, et on s'aperçoit qu'en MMA, tout est plus simple. C'est-à-dire que la boxe anglaise, la partie boxe anglaise en MMA est plus simple. On ne peut pas faire tous les enchaînements qu'on peut faire dans le cadre uniquement de la boxe anglaise. Même le kickboxing est plus simple. Ils ont rajouté le coup de pied plus bas que le genou, qui est une très bonne chose. Ça évite souvent les blessures au tibia de celui qui frappe. Mais c'est plus simple. Le sol a beaucoup évolué au MMA. C'est-à-dire qu'avant, on voyait des gens qui faisaient des parties au sol. Bon, il faut dire aussi que dans le jugement, on favorise plus le striking parce qu'ils veulent que ça reste spectaculaire pour qu'il y ait des gens qui regardent. Mais il n'en reste pas moins vrai que le sol a été aussi simplifié parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de tout le JJB, le jiu-jitsu brésilien. En Krav Maga, puisqu'en MMA qui est plus large, tout est plus simple, en Krav Maga, tout doit être encore plus simple. Pourquoi ? Parce que c'est encore plus ouvert. Donc, vous avez vu quand vous avez travaillé sans les gants que du coup, on ne peut pas faire tous les enchaînements. On va forcément se faire mal sur un coude avec le poing. Donc, il faut faire gaffe à ça. Il faut faire attention aussi à de quelle manière on va absorber les coups. Les coups de tibia. Quelqu'un qui s'est donné un bon coup de pied circulaire sur un bras qui n'est pas protégé par la moitié de l'avant-bras qui n'est pas protégé par le gant, eh ben, si ce n'est pas bien fait, s'il ne se déplace pas un peu en même temps ou s'il ne va pas juste avant l'élan maximum, il va souffrir. Après, si ça ne dure pas longtemps, ce n'est pas grave qu'on souffre un peu. Mais si on peut éviter, ce n'est pas plus mal. Et si on prend une répétition de coups de pied circulaires sur l'avant-bras par quelqu'un qui sait donner coup de pied circulaire, ça peut casser un bras. Hein. Ça peut casser un avant-bras. Donc nous, c'est pour ça que, pour répondre à ta question, moi je pense que tout dépend de ton prof de Krav Maga. Ou tu es prof ou tu te prends des cours de groupes d'enfants. D'accord. J'ai fait aussi quelques remplacements dans les groupes de femmes. D'accord. Donc moi, je pense que l'importance de vous, prof, est grande de former vraiment des bons combattants de Krav Maga. Faites autre chose si vous voulez, je vous le répète, mais c'est très bien, mais pensez aussi de quelle manière orienter vos cours pour que vos gars soient bons en Krav Maga, de telle manière que si jamais ils affrontent quelqu'un qui est bon en MMA, bah forcément, ils lui mettent la misère. Hein. Quand je suis arrivé en France, comme la France était un pays des arts martiaux et des sports de combat, j'étais, moi, avide de voir un petit peu tout ce qui se passait. J'étais impressionné par ce qui se passait. Et puis quand j'ai commencé à combattre un petit peu à droite et à gauche, que moi, je faisais du Krav Maga, bah, j'étais encore plus impressionné par la clarté d'esprit de celui qui a créé le Krav Maga. Parce que finalement, c'était pas suffisant. Il fallait qu'on profite des enchaînements, etc. Mais tout ça a été intégré dans notre programme. Et c'est ça qu'il faut travailler. Oui. Question concernant nos gants. Avec l'évolution là, sur la dernière décennie du Krav Maga, est-ce que nos gants sont toujours adaptés à notre discipline ? Les gants de pied-point, et c'est vrai qu'on parle souvent du MMA, ils ont les doigts libres. Est-ce qu'on a eu, nous, cette réflexion concernant le changement éventuel de gants ? Ça réglerait nos problèmes ? Main ouverte. Alors, nos gants n'ont jamais été adaptés au Krav Maga. Seulement, c'était le moyen le plus sécurisant. Parce que comme c'est dommage, on ne se bat pas tous les jours dans la rue, et ça serait dommage de se faire très mal aux yeux. Et on le voit, en MMA, c'est pas rare du tout que quelqu'un se fasse mal aux yeux avec les... La plupart du temps, c'est pas intentionnel. Mais hop, un réflexe. Et là, je parlais de Koscheck tout à l'heure, qui lui, parfois, c'était intentionnel. Mais la plupart du temps, non. Mais justement, comme l'esprit est quand même assez bon, en règle générale, dans notre fédé, ça peut arriver alors que ça n'est pas fait exprès.
Donc là, il y a un projet qui est en train d'être mis au point. Il y a des il y a des prototypes qui ont été mis au point et qui n'ont pas marché. Steve, vas-y. Tu peux parler? Et puis pour les gants, effectivement, on a un prototype qui est en cours. Donc on a testé depuis un an déjà. Il y a eu des réglages à faire. Là, on vient de récupérer le prototype fixé, donc réglé. Voilà. On va le tester et on souhaite le lancer pour la saison prochaine. Donc c'est adapté pour nous parce que ce sont des gants de MMA, donc avec les doigts libres pour l'appréhension, mais ils sont très épais. Donc encore plus épais que les gants d'entraînement de MMA. Voilà. Alors pour l'instant, il n'est pas envisagé de les utiliser pour le combat dur parce que ça correspond à du 8-10 onces. Et on veut faire un test d'abord à grande échelle pour voir les problèmes de doigts dans les yeux, etc. Avec le stress dans les combats durs, ça peut être plus problématique. On souhaite qu'il soit sur la boutique pour la saison prochaine et on est en train de travailler pour faire un prix qui soit raisonnable pour tout le monde. Voilà. Oui. On parle beaucoup de Krav Maga pour les adultes, mais pour les enfants. Parce que j'ai ouvert un club il y a 4 ans, et maintenant j'ai 25 enfants, et ça progresse énormément, et les enfants adhèrent vachement en fait. Et les parents, c'est pareil, sont assez surpris en fait du Krav Maga, parce que c'est pas connu là-bas. Enfin, nous on est en Haute-Marne, c'est assez paumé quand même, c'est des petits villages. Et donc on a fait découvrir la discipline par une démonstration la première année. Donc ça a surpris beaucoup de gens en fait, aussi bien adultes qu'enfants. Et voilà, en fait, je trouve que dans les clubs, on fait de la pub pour les adultes, tout ça, mais pour les enfants, je voulais savoir ce que tu en pensais par rapport à ça, l'enseignement pour les enfants, 7-15 ans. En fait, peut-être que ça a été orienté depuis le départ pour les adultes, parce que moi, donner des cours aux enfants, ça me saoule un peu. Mais il faut voir que la fédération de karaté, fédération de judo, elle ne vit principalement que par les enfants. Alors bien sûr, il y a des grosses locomotives comme Teddy Riner en judo, ou alors des champions du monde français de karaté qui attirent du monde grâce aux compétitions. Nous, on n'a pas ça. Mais moi, je suis persuadé que si parmi nos pratiquants qui sont aussi profs, il y a des gens qui veulent donner des cours aux enfants, ils peuvent facilement avoir beaucoup de monde. Alors moi, j'ai donné des cours pour enfants quand j'étais en Israël pour aider mon prof. Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout envie de le faire. Donc je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait un petit peu quand je suis revenu ici au tout départ, parce que j'ai eu un peu de demandes et que je démarrais. Mais c'est très simple. En fait, là, moi, ce que je ferais, en Israël, déjà, on ne donnait pas de coups aux parties génitales. On disait qu'il faut le faire, mais on ne s'entraînait pas à ça. Et ici, moi, je serais partisan que les enfants... Ils ont quel âge, ces enfants? Les plus petits, 7 ans jusqu'à 15 ans. Ouais, d'accord. Bon, il y a une très grosse différence. Il faut faire des groupes. C'est difficile à gérer. C'est vrai que 25 enfants, c'est assez difficile. Ah, il faut faire des groupes, sinon tu ne vas pas t'en sortir. Je fais des groupes, ceux qui ont déjà 2-3 ans de pratique. Donc, ouais. Ils ont progressé énormément quand même. Ça progresse très vite, les enfants. Et sur la démonstration, on a pu montrer justement sur, par exemple, les enfants qui se font embêter par un adulte, d'autres enfants arrivent derrière, ils mettent un coup entre les jambes. Et ça, les parents, ça les a choqués. Tu peux le faire pendant les démonstrations, et peut-être le travailler comme ça avec des jeunes enfants, pas trop, ni ça, ni les doigts dans les yeux, parce qu'après, ça vient vite. Et il sera à 15 ans, il sera toujours temps de leur montrer. Bien sûr, plus les enfants sont jeunes, moins tu fais travailler longtemps la technique. Tu fais travailler la technique 1 minute, 2 minutes. Après, tu fais des jeux de 2-3 minutes, 2 minutes, et tu remobilises avec de la technique, et ainsi de suite. Alors il y a différentes façons de faire. Moi, je me rappelle quand je donnais des cours à Créteil, en région parisienne, il y avait un cours de judo juste avant le cours de Krav Maga, et le gars, il avait des enfants, et c'est une espèce de bazar organisé. C'était vachement bien parce que ça chahutait tout ça, mais finalement, le cours était très très bien fait, donc les gens savent faire. Moi, quand je donnais cours aux enfants, c'était la Stasi. C'est-à-dire que c'était à la japonaise. Il n'y avait pas une mouche qui volait tellement, tu vois, c'est mon côté dictateur qui revenait en surface. Parce que c'est comme ça que je pouvais gérer bien le groupe. Mais après, chacun selon ses sensibilités.
les cours que j'ai donnés en France, c'était à la communauté juive. La communauté juive, les enfants, c'est les rois du monde. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire une grosse bouse dans le salon. C'est bien, mon chéri. Reprends encore un petit peu d'huile, d'olive. Et voilà. Et donc, du coup, ça ne pouvait pas marcher. D'ailleurs, j'ai viré une mère un jour. Elle fait, oui, qu'est-ce que vous faites à mon enfant, etc. Je fais dehors. Allez, oh, putain. Enfin, voilà, mais c'est mon côté Poutine. Chacun son truc. Mais j'espère que tout le monde n'est pas comme moi. Et en fait, moi, je suis persuadé, donc c'est très bien, je suis persuadé que si aujourd'hui, à la Fédération européenne, beaucoup de profs avaient envie de développer une section enfants, des gens qui ont envie de le faire, on serait 3 fois plus, 4 fois plus nombreux, c'est sûr. Les clubs là, qui ont commencé les groupes enfants depuis quelques années, comme à Paris par exemple et à Montrouge, nous déjà les enfants ils ont dépassé les adultes. Ça a dépassé le nombre d'adultes. Dans tous les clubs, par contre on fait des groupes d'âge. Eh oui, hein, entre un enfant de 10 ans et un enfant de 12 ans, il y a une grosse différence. Après c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien faire ça. Moi je suis comme toi, j'aime pas trop. Ça m'étonne pas de toi, Mickaël. J'aimerais continuer ce sujet des enfants parce qu'on voit que le programme général est standardisé pour les adultes. Et pour les enfants, en fait, qui est responsable pour le programme adapté aux enfants dans le club? C'est le président de la fédération. Il est coupable de tout aussi. Le programme doit être le même. Il n'y a pas de cours sur les parties. Ouais. En fait, si on apprend ça aux enfants, il faut vraiment dire, ok, ça tu peux faire avec tes copains, ça, effectivement, si tu es classé par un adulte. C'est pas pareil. Mais effectivement, le danger, pourquoi ça n'a pas été mis en place avant? Parce que dès qu'ils apprennent à faire des parties sur les coups sur les parties, ils commencent à distribuer ça à leurs copains. C'est le discours. Oui. Le programme, il est très différent, à part les coups de pied dans les parties et les doigts dans les yeux. Non, il est plus allégé parce qu'il y a une progression qui doit être suivie avec des barrettes. Et après, effectivement, il y a le discours du prof qui ne doit pas être le même vis-à-vis des adultes et vis-à-vis des enfants. La progression est quand même bien faite. Et après, ils arrivent à 15 ans en ayant le niveau pour intégrer le programme. Alors pour moi, donc allégé, ok, mais pour moi, à part les doigts dans les yeux et les coups de pied dans les parties génitales, à mon avis, on peut tout enseigner à un enfant. En Israël, on enseignait tout. Pourquoi est-ce qu'il n'apprendrait pas défense contre couteau? Bon, ça sera un peu vraiment ludique pour lui, mais bon, ça lui apprendra à bouger, à se déplacer. Pourquoi est-ce qu'il n'apprendrait pas défense contre bâton, etc. Il peut tout apprendre. Défense contre étranglement, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est des bonnes questions pour les mises au point. Ce matin, j'ai participé à votre entraînement, à votre cours sur le... Mais c'est vrai que sans les gants, on perçoit tout différemment, c'est-à-dire qu'on arrive à allonger, en piquer, à raccourcir sa distance. Et pourquoi chez les ceintures, à partir de la bleue par exemple, on commence à avoir une meilleure distance, on ne pourrait pas faire des combats souples avec des gants de MMA? Encore une fois, les pratiquants de MMA, les meilleurs qui soient, niveau mondial, quand ils s'entraînent et qu'ils font des combats un peu plus poussés, toujours à un moment donné, l'un ou l'autre va mettre un doigt dans l'œil de son partenaire. Et moi, ça m'embêterait qu'il y ait des gens qui aient mal aux yeux à cause de nous. Voilà. Donc, après, il y a des partenaires qui contrôlent vraiment très bien et des partenaires d'un niveau bleu, marron, noir, qui ne contrôlent pas si bien que ça. Et donc, ceux qui contrôlent bien, rien ne les empêche de venir s'entraîner, de mettre des gants de MMA, pourquoi pas. Mais moi, j'en ferai pas une généralité là, à cause du danger potentiel. Si on se retrouve aveugle d'un œil, ce serait vraiment dommage. Question pour revenir sur les enfants, on n'en a pas dans notre club, mais la question que j'aurais, c'est un enfant, ça fait 7 ans qu'il fait du Krav Maga, 8 ans à 15 ans. Je comprends que c'est un système de barrette aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une équivalence? À un moment, il va passer dans le mode adulte, à 15 ans. Est-ce qu'on fait commencer à un enfant, quelqu'un qui a déjà 7 ans de Krav Maga, sur une ceinture blanche? C'est tout prévu dans le programme enfant, en fait, jusqu'à la ceinture bleue et à l'ouverte bleue. Et automatiquement, vert 4
cette barrette, ça correspond au niveau de la bleue en fait. Et quand il arrive dans son programme adulte, il arrive dans sa verte. Est-ce qu'il y a la possibilité de créer des modules métiers, ou est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir par exemple un module pour le personnel hospitalier? Par exemple, là j'avais un copain qui me parlait, j'ai des personnes du ministère des Affaires étrangères qui dans 3 mois partent avec leur famille et ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps de faire 15 ans de self-défense au programme, et on ne va pas en faire des combattants, mais d'avoir d'être au moins prêt pour le premier instant d'une agression, d'avoir ce réflexe de mettre les doigts dans les yeux, ou de faire une frappe génitale, utiliser un petit bagage pour pouvoir à un instant T faire une réaction et s'enfuir. Dans ce que tu viens de dire, il y a au moins deux éléments sur lesquels je vais essayer de répondre. Tout d'abord, les modules métiers, ça serait très intéressant de faire. Il faut juste du temps. Moi, j'avais, à l'époque où je donnais cours au GIGN, vers la fin, il y a un gendarme du GIGN qui voulait travailler avec moi pour Air France et justement qu'on mette au point, il voulait que je mette au point des techniques pour, dans les couloirs, sur les sièges, etc. Et c'était très amusant de mettre au point ça. Et j'avais commencé à le faire. Et puis après, j'ai décidé de partir en Picardie. Et donc, j'ai arrêté de le faire. Mais c'est possible. Travailler dans des espaces très restreints comme des ascenseurs, des choses comme ça, c'est vraiment très intéressant de travailler là-dessus. C'est-à-dire que nous, on essaye de ne pas raconter de pipeaux. Voilà. Et si à un moment donné, on travaille, on va promettre à un personnel hospitalier qu'on va arrêter quelqu'un sans le frapper jamais, alors que le mec, c'est un hystérique complètement hors de lui, qui a plus aucune limite, il ne faut pas raconter de bêtises, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est pas possible. Ça, c'est arrêter quelqu'un qui fait 110 kilos de muscles et qui est complètement déchaîné, alors que c'est une petite infirmière de 45 kilos qui est là, non, stop. Des fois, on voit dans les séries comme ça, ouais, stop, arrêtez, je vois la femme flic qui vient, pof, elle fait la moitié de l'autre, et boum, boum, sur le capot de la voiture, comme ça. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Ça laisse rêveur, ça laisse rêveur. Pour le coup, c'est vraiment un sujet que je connais bien, puisque moi-même, je suis infirmière et que j'ai démarré le Krav Maga suite à une agression d'un patient qui m'a donné un coup, un crochet, j'ai eu une dent en moins. Et je me souviens plus du tout de l'histoire. En fait, je me suis réveillée juste la dent en moins. Je me suis dit qu'à 650 balles la couronne, il serait temps de prendre des cours de quelque chose pour pas perdre toutes mes dents. Et en fait, ça a démarré comme ça. Et finalement, je me rends compte que tous les 6 mois, dans notre profession, on fait une minute de silence pour une collègue qui se fait poignarder, qui se fait décapiter, qui se fait scalper, qui machin. Donc, effectivement, j'ai envie de dire, sur 100% de la population paramédique, on va avoir effectivement 70 à 80% d'incivilité, de violence verbale, d'agression ou de menaces, mais on va quand même avoir 20 à 30%, et on a les chiffres sur la Haute Autorité de Santé a sorti les chiffres des violences en milieu hospitalier. On a les mêmes dans plusieurs secteurs publics, on voit bien les enseignants. Maintenant, on a malheureusement, en tout cas dans notre club, on a quelques profs d'histoire G quand même qui sont arrivés, on sait pourquoi. On a développé, d'ailleurs on essaie de travailler ensemble avec Michael, grâce à sa formation qui est certifiée Calliope, dans des secteurs hospitaliers du Grand Ouest. Et avant qu'on travaille ensemble, on travaille déjà avec un autre organisme de formation, avec Thomas. Donc quand je dis on, c'est moi je fais vraiment la partie qui rassure le corps médical ou paramédical en disant que c'est possible qu'on ne va pas leur apprendre n'importe quoi qu'on ne peut pas faire sur site. Et Thomas, après, leur apprend les techniques de Krav adaptées. Et finalement, tout ça pour dire que je ne sais pas s'il faut un module spécifique, parce que je crois qu'on a dû faire une 50aine d'interventions pour le moment sur le Grand Ouest, sur les CHRU ou des CH ou des petits CH. Et on n'a pas une seule formation qui a ressemblé à une autre. En fait, on s'adapte sur un peu comme de la simulation in situ, où on va aller sur le terrain, ou selon le temps imparti aussi qu'on va nous donner, et nous on va partir des situations qu'ils ont vécues, et vraiment partant de violences physiques. Et il y a des centres où effectivement ils ne savent pas trop ce que c'est que la violence. Forcément, quand on nous appelle dans un EHPAD,
Ça va être, c'est des saisies de poignets, des saisies de textiles. Et puis quand on arrive sur un gros CHRU qui draine 200 patients par jour aux urgences, bah là on va vraiment arriver sur de l'attaque au couteau, de la grenade, du flingue, sur des choses beaucoup plus techniques. Donc finalement on n'arrive jamais avec un package prédéfini parce qu'on ne sait pas exactement là où, enfin quelle va être la commande. Et c'est l'intérêt que ce soit un prof bien formé qui a un gros panel technique. Enfin, moi, du coup, je passe la main complètement à ce moment-là. Mais en fait, je crois que n'importe quel prof de Krav Maga qui maîtrise bien son programme et ses techniques peut s'adapter et proposer cette offre-là. Si je peux rebondir sur... moi aussi, j'étais personnel de santé. Et c'est vraiment un milieu où il y a de la violence. Et quand on dit pas mettre les doigts dans les yeux, moi, la seule fois où j'ai mis les doigts dans les yeux sur une... Bon, c'était pas glorieux, elle était attachée, mais j'étais... Pardon, on était en train de l'attacher. J'étais avec une médecin femme, 2 infirmières, un brancardier et moi-même. Et au moment d'entraver la patiente, qui était complètement... le brancardier est passé par-dessus la patiente, elle lui a mordu le pectoral et elle lui a arraché un morceau du pectoral. Donc la blouse blanche est devenue rouge. Et là, eh ben, c'est la seule fois de ma vie où j'ai mis les doigts dans les yeux de... Moi, j'étais à la tête de la fille, je lui ai mis les doigts dans les yeux et les doigts sous le nez pour la maîtriser. Voilà, et j'ai jamais fait ça dans la rue. Moi aussi, je l'ai fait, il était attaché. Et bon, il ne pouvait plus rien faire. Et finalement, tu vois, je m'en suis bien sorti. Non, mais bon, ok, d'accord pour l'anecdote, la triste anecdote finalement. Tu voulais dire quelque chose? Dans notre discipline, nous sommes obnubilés par le rapport au réel. Je fais partie des rares qui ont eu cette expérience au réel, que ce soit en salle, que ce soit dans la sécurité. Qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à ta pratique du Krav Maga? Peut-être à partir d'exemples très concrets, ou tu évoquais tout à l'heure avec l'histoire de la cravate. Comment ça fait évoluer ton propre rapport au Krav Maga? Il y a eu une interview là, qui va apparaître, je sais pas où on me pose après cette question. En fait, ça m'a fait me rendre compte à quel point tout est incertain. Vous qui pratiquez les sports de combat, il y a des gens qui croient qu'on est des super-héros. Moi, j'ai eu 2 procès. Parce que dans la sécurité, il y en a un, je balançais un coup de talon dans la gueule, il est tombé par terre. Il y a à l'époque, c'était les dents sur pivot. Donc, je crois qu'on n'en fait plus, là, des dents sur pivot. Et toutes les dents sont parties comme ça, au ralenti. Et j'ai eu un procès pour ça, et un autre qui était un peu éméché, mais pas suffisamment éméché pour être hors service. Et donc, le gars, il m'a demandé d'ouvrir le parking, et puis moi, j'ai ouvert le parking pour lui rendre service. Et à un moment donné, il a buté contre un plot, il a commencé à s'énerver, c'est de ma faute s'il y avait un plot par terre. Et donc il m'a attaqué, il a voulu me jeter dans la voiture qu'on avait trouvée, donc j'ai donné un coup de coude, il est tombé par terre, j'ai eu un autre procès. Et à chaque fois, on a cru que j'étais Superman. Et donc j'aurais dû, moi, le maîtriser en me mettant les mains derrière le dos, en lui disant « Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez ». Donc, mais au contraire, nous, quand on fait des sports de combat, on sait très bien à quel point on est vulnérable. Quand on en fait, on saisit mieux nos limites. On voit des gens qui s'invectivent, qui s'engueulent, etc., qui ont l'impression peut-être, ils ont une meilleure impression de leur capacité que ce que réellement ils ont. Alors que nous, on est un petit peu au plus juste, on sait très bien, ouais, ça peut aller, mais rien n'est sûr. Donc, en gros, voilà ce que ça m'a apporté. Voilà, mais surtout, ce que ça m'a apporté, c'est le plaisir de la recherche, quoi. En gros, s'il y a quelque chose qui m'a apporté, ça a été ce qui a été positif. Une dernière question. Souvent, on reproche aux pratiquants de self-défense ou Krav Maga de ne pas avoir vécu ces situations et d'être, soi-disant, dans le non-réel, et dans le fantasme. Et justement, et parfois, on n'a pas vécu certaines situations, mais on travaille bien sur certaines techniques. Et est-ce que tu penses que toi, ça handicape de ne pas les avoir vécues? Ou alors, et qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? C'est pas forcément un handicap. De toute façon, ce que tu vis, moi, quand j'ai eu des bagarres, c'était jamais pareil.
C'était jamais pareil. Peut-être que ce que ça peut apporter, c'est de ne s'attendre à rien en étant vigilant sur tout. Par exemple, si la première fois on m'a donné une gauche, il ne faut pas que la deuxième fois je m'attende à une gauche, parce que c'est une droite qui part, je vais la prendre. Donc il faut s'attendre à rien, parce que comme ça on s'attend à tout. Mais déjà quand on fait des combats, on est un peu comme ça. On ne sait pas ce qui va arriver, on essaie d'être vigilant sur l'ensemble. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent oui, mais toi, tu n'as jamais été attaqué au couteau, t'as jamais été attaqué au couteau, donc ce que tu fais, c'est tu vois. Si j'ai été attaqué au couteau, mais j'étais attaqué d'une certaine façon, et peut-être que et donc je peux pas moi me mettre à la place de quelqu'un qui a été attaqué d'une autre façon. En fait, c'est tout dans l'esprit, dans le mental. Et d'un autre côté, si aujourd'hui je suis fort mentalement, peut-être la semaine d'après, je serai moins fort mentalement. En fait, on se rend compte que moins le sujet est approfondi et moins on a de doutes. En revanche, plus on va loin dans la question et plus le doute nous assaille parce qu'en fait, on ne sait jamais vraiment rien complètement. Voilà, je crois que là, on est expulsé.